Et l'analyse, c'est avec Jean Messia qui va évidemment nous parler de l'actualité politique et religieuse française. Cette actualité politique et religieuse, c'est bien évidemment la manière dont Nicolas Sarkozy est en train de domestiquer nos esprits après avoir domestiqué nos vies. C'est peut-être aussi la manière dont l'audiovisuel public se couvre de pipi. Et enfin, c'est peut-être ultime sujet que nous aborderons avec lui, la manière dont le Rassemblement national a l'air d'avoir un léger problème avec l'islam. Bonjour Jean Messia. Bonjour Richard, Alors, bonjour à tous. Liselotte est à mes côtés, prête elle aussi à entendre votre sermon, cher Jean Messia. Revenons sur Nicolas Sarkozy. Vous m'avez promis que vous avez développé une analyse que nulle part personne n'a jamais entendue. Oui, parce que je pense que Exclusivité Radio Courtoisie. voilà, c'est ça. Je pense que en fait, les Français ne saisissent pas ou pas exactement ou pas précisément ce qui se joue avec cette décision juridique dont il faut bien dire qu'elle est scandaleuse, pas simplement sur la technique juridique, ça on l'a beaucoup entendu, il y a eu des armées d'avocats qui sont venus l'expliquer, mais c'est surtout, de manière générale, hein, on ne peut pas comprendre, si vous voulez, cette condamnation si on ne jette pas un œil en relief sur l'évolution institutionnelle de la justice depuis maintenant une quinzaine d'années. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? En fait, déjà en 2013, c'est une année charnière. Rappelez-vous, en 2013, c'est François Hollande qui est au pouvoir et c'est le représentant à ce moment-là du système antinational qui nous dirige depuis une quarantaine d'années. Et ce système comprend qu'il ne va pas pouvoir tenir la route démocratiquement ad vitam aeternam. La gauche sait très bien que sa présence, elle ne la doit qu'au rejet de Nicolas Sarkozy. Et donc, elle décide de mettre en place, de jeter les fondations ou de poursuivre, chacun verra, les conditions de l'espèce de coup d'État judiciaire qui permettent en fait au système antinational, non pas, comment dirais-je, de menacer directement la démocratie, mais de pouvoir en fait éliminer ses opposants par la voie judiciaire. Qu'est-ce que c'est? La première chose, c'est l'instauration de l'exécution provisoire. Ça, on en a beaucoup parlé. Donc en 2013, François Hollande introduit un mécanisme qui, il faut le dire, est inédit et attentatoire au principe cardinal de l'effet suspensif des recours en matière pénale. C'est-à-dire que normalement, quand un justiciable est condamné en première instance et qu'il fait appel, en principe, il est toujours présumé innocent. Donc s'il est présumé innocent, pourquoi faire une exécution provisoire qu'il envoie en tôle comme s'il était coupable? Déjà, c'est une première entaille assez extraordinaire à la présomption d'innocence, qui est un principe, comme vous le savez, fondamental au sein d'une démocratie. Cette innovation donc a permis qu'un condamné puisse être condamné et puisse être incarcéré immédiatement. Normalement, qu'est-ce qui se passe si en appel on dit ce type est innocent? Il aura fait donc de la prison pour rien. Vous vous rendez compte? Bon, la deuxième chose, toujours la même année, toujours François Hollande, toujours les socialistes, la création en décembre 2013 du parquet national financier. C'est une juridiction d'exception qui vient se rajouter aux autres juridictions, qui était soi-disant conçue pour moraliser la vie publique, mais dans les faits, son activité s'est concentrée sur les responsables politiques de droite. Eliane Houlette, sous la houlette de laquelle le PNF a agi, a reconnu elle-même devant l'Assemblée nationale avoir subi des pressions à la fois hiérarchiques, politiques, pour accélérer les procédures dans les affaires Sarkozy et Fillon. Et d'ailleurs, quand on remarque quelles affaires traite le PNF, c'est toujours des affaires de droite, comme par hasard. C'est François Fillon, c'est Patrick Balkany, c'est Nicolas Sarkozy, voire Marine Le Pen. En revanche, est-ce que quelqu'un a vu le parquet national financier se saisir, je ne sais pas moi, de ce qui se passe à Paris avec les frais de bouche et les frais de réception et les frais de voyage d'Anne Hidalgo? Eh ben, il a annoncé hier Rien. justement qu'il allait se saisir de la chose. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un tollé, c'est comme pour l'ARCOM. Quand on fait un tollé pour dire il y a unilatéralité des attaques et unilatéralité des poursuites, comme par hasard, ces institutions se réveillent en découvrant qu'il y a d'autres personnes à poursuivre. Bon, c'est heureux qu'il en soit ainsi, mais enfin, ça n'a pas été spontané. Rappelez-vous que pour les affaires que j'ai citées, le PNF s'est autosaisi. Il n'a pas attendu une bronca pour le faire. Bon. Aucun socialiste, d'ailleurs, avant
puisqu'on aurait pu faire ces mécanismes pour Cahuzac, par exemple, Andrieux ou Guérini. Non, le PNF et l'exécution provisoire sont deux mécanismes qui ont été instaurés par la gauche expressément et explicitement pour éliminer les candidats de droite dont la gauche savait pertinemment que la France se droitisant, ils ne manqueraient pas de revenir au pouvoir. Donc il fallait les éliminer par d'autres moyens afin que la gauche garde son magistère et garde son monopole. Le PNF est ainsi devenu une sorte de bras armé d'une stratégie de neutralisation politique. Ensuite, sur l'affaire Sarkozy. Donc ça, c'est l'évolution institutionnelle qui permet de comprendre ce qui se passe aujourd'hui avec le cas Sarkozy. Maintenant, si on plonge dans le cas Sarkozy lui-même, c'est une construction pénale, il faut le dire, artificielle et bancale. Je rappelle que Nicolas Sarkozy est poursuivi pour un financement illégal supposément lié à des fonds libyens. Les trois infractions retenues, c'était quoi? C'était la corruption passive et active, le détournement de fonds publics et l'association de malfaiteurs, conformément à l'article 450 du Code de procédure pénale, qui est la conséquence logique des deux premières infractions. D'accord? Or, le tribunal a relaxé Sarkozy pour les deux premières infractions, c'est-à-dire la corruption et le détournement de fonds. Le problème, d'un point de vue juridique, c'est que sans ces infractions mères, sans ces infractions sources que sont la corruption et le détournement, l'association de malfaiteurs ne peut pas exister. Avec qui Nicolas Sarkozy se serait-il donc associé in concreto si les faits étaient avérés et si les faits initiaux sont écartés? S'il n'y a pas les deux premières, il ne peut pas y avoir de troisième. On ne peut pas être association de malfaiteurs sans avoir commis aucun méfait. C'est vraiment totalement absurde. Et surtout, c'est une violation flagrante du principe de l'égalité criminelle, c'est l'article 111-3 du Code pénal, et du syllogisme pénal classique. S'il n'y a pas d'infraction source, il ne peut pas y avoir de conséquences. Pas de cause, pas de conséquences. Pas de corruption, pas de détournement, donc pas d'association de malfaiteurs. Donc le tribunal qui décide de condamner Nicolas Sarkozy uniquement pour la troisième, c'est-à-dire l'association de malfaiteurs, sans avoir réussi à prouver que les deux premières infractions étaient avérées, et commet en réalité une illégalité et une injustice flagrante. Enfin, il y a l'absence des trois éléments constitutifs de l'infraction. Qu'est-ce que c'est les troisièmes éléments constitutifs de l'infraction, qui sont, je le rappelle, des éléments cumulatifs? Un élément intentionnel d'abord. Il y a, en l'occurrence dans le dossier, aucune preuve d'une volonté délictueuse de la part de Nicolas Sarkozy, pas d'intention de sa part. Je vous laisse dérouler tous vos éléments de langage en étant évidemment fermement, totalement et absolument opposé à tout ce que vous dites, Jean Messia. Mais je vous en prie, continuez. On va en discuter si vous voulez, mais en fait, on peut trouver ça choquant, on peut trouver que Sarkozy a trahi le peuple, parce que j'ai beaucoup lu ces arguments. Il a trahi la Constitution, le référendum de 2005, etc. Il n'a pas fait ce qu'il voulait faire avec le Karcher et tout ça est vrai. Mais jugeons-le pour haute trahison. N'allons pas le juger pour des délits et des crimes qui, en l'occurrence, il a été impossible de prouver. Donc l'élément intentionnel, je disais, aucune preuve d'une volonté délictueuse n'a été démontrée. L'élément, matériel, il n'y a aucune remise de fonds libyens qui a été démontrée. Seules des hypothèses et des témoignages indirects existent, mais ils valent ce que valent les clopinettes devant un tribunal. Et enfin, l'élément formel, c'est-à-dire l'incrimination d'associations de malfaiteurs, repose uniquement sur un raisonnement par analogie. Comme les autres, c'est-à-dire ses collaborateurs, sont impliqué, donc lui, étant nécessairement le chef, il est aussi impliqué. Sauf que cette implication, encore une fois, n'est pas démontrée. Cette logique, en fait, inverse la charge de la preuve. Sarkozy est coupable, en quelque sorte, par contamination, pas de manière directe, ce que, normalement, une condamnation devrait pouvoir démontrer. Et enfin, le mandat de dépôt différé, qui est alors là un instrument politique qui n'a rien à voir avec le droit. C'est-à-dire que le tribunal a assorti la peine de 5 ans ferme d'un mandat de dépôt différé. Qu'est-ce que c'est? C'est une anticipation sur la vérité judiciaire définitive. En droit pénal, je l'ai rappelé tout à l'heure, l'appel a normalement un effet suspensif.
Le condamné doit pouvoir se défendre jusqu'à l'épuisement des voies de recours jusqu'à la fin, quoi. Or, la cible d'un président de la République, une première depuis très longtemps dans l'histoire de France, la cible l'image d'un président incarcéré est un symbole. L'objectif, c'est moins la répression que le symbole. Incarcérer un ancien chef de l'État devient un trophée de carrière pour des magistrats en quête de reconnaissance, et on l'a vu dans plein d'affaires. Claude Guéant, par exemple, lui, a été condamné à 6 ans, donc une peine plus lourde que celle de Nicolas Sarkozy, mais n'a pas de mandat de dépôt différé. Alors comment ça se fait que Nicolas Sarkozy, qui a que 5 ans, lui, va tout de suite en prison? On voit bien qu'il s'agit d'une charge, d'une haine personnelle et d'un coup politique personnel contre Sarkozy qui n'a rien à voir avec le droit, parce qu'en toute logique, Guéant, lui aussi, aurait dû faire l'objet d'un mandat de dépôt, comment dirais-je, différé avec ses 6 ans de prison. Mais il ne le fait pas. Donc, au-delà de l'affaire Sarkozy, si vous voulez, ce cas illustre la dérive inquiétante de la justice française. On se rappelle quand même que Sarkozy a été placé sur écoute pendant des années, poursuivi dans de multiples dossiers, Big Malion, Bismuth, Libye, dont beaucoup se sont soldés par des relax ou des prescriptions, mais qui ont occupé pendant des heures et des heures et des heures l'espace médiatique. Le calendrier politique est d'ailleurs toujours opportun. Chaque échéance électorale majeure voit ressurgir une mise en examen ou une fuite organisée dans les médias. C'est une instrumentalisation médiatico-politique, puisque le PNF, comme par hasard, organise des fuites qui ont nourri une véritable campagne de discrédit orchestrée pour affaiblir Nicolas Sarkozy et son camp. Et c'est toujours pareil, même avec l'affaire des assistants parlementaires de Marine Le Pen. On n'en entend pas parler pendant des années, et au moment des élections, quelles qu'elles soient, hop, le dossier ressort. Donc on voit bien, si vous voulez, que, au fond, la France, enfin le système international français a compris l'exemple de Singapour, qui se prétend une démocratie. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? On traîne les opposants politiques devant les tribunaux pour d'ailleurs ternir leur image, ternir leur réputation et leur honneur. Accessoirement, on les rince financièrement pour les décourager à se retirer. C'est exactement ce qui s'est passé à Singapour. Pendant des années, le pouvoir en place à Singapour a systématiquement porté des plaintes en sorcellerie contre ses opposants. Il les a éreintés politiquement et financièrement. Ils se sont tous retirés et c'est toujours le même pouvoir qui vous dit écoutez, personne ne se présente, donc nous sommes en démocratie, le peuple nous veut. C'est un peu ça ce qui se passe en France aujourd'hui. C'est ça qui se passe en France aujourd'hui. Il y a une autre offensive en France contre les ennemis du système en place, auquel appartenait Sarkozy. C'est la manière dont Delphine Ernotte, sur CNews, et d'une manière générale sur les intervenants de droite, explique que tous ceux qui critiquent le service public, en fait, sont des ennemis de la démocratie. Exactement, parce que la démocratie étant de gauche, si vous êtes contre la démocratie, vous êtes contre la gauche. Si vous êtes contre la gauche, vous êtes contre la démocratie. Donc, ciao Pantin. Voilà, c'est ça la logique. Mais le problème, si vous voulez, encore une fois, là, il y a plusieurs choses. Déjà, vous avez vu le bilan, alors Sarah Knafo l'a rappelé avec brio hier chez Christine Kelly sur CNews, vous avez vu le bilan budgétaire de Delphine Ernotte? Et on a vu surtout que Moscovici avait fait en sorte de n'en parler qu'une fois, qu'une fois Delphine Ernotte réélue, alors que le rapport de la Cour des comptes était prêt avant son élection. Exactement. Où est le parquet national financier, là? Réélu, le parquet pardon, national financier s'occupe des malversations financières qui sont faites sur fonds publics ou qui ont un impact, une conséquence sur les deniers publics. Pourquoi, à la révélation de cet accord, si le parquet national financier était vraiment une instance objective, neutre et impartiale, pourquoi ne s'est-il pas saisi des malversations budgétaires et financières de France Télévisions, qui, je le rappelle, est financée par l'impôt de tous les Français, qui sont en droit de savoir pourquoi leurs deniers publics sont consacrés à des cocktails qui coûtent 126 000 euros par jour. Mais ça, c'est pas une malversation, c'est juste une gabegie absolument honteuse. Ah, peut-être, mais une gabegie, c'est aussi une malversation, parce que qui peut croire que 126 000 euros, c'est le prix de cocktail? Avec 9 000 salariés, on ne sait jamais. Hein, D'accord, mais enfin... non, je plaisante évidemment. Vous avez raison, mon cher, mais à tout le moins, le PNF peut toujours ouvrir une information judiciaire, même si elle se clôture en disant il n'y a pas eu de légalité. C'est quoi le problème?
Enfin, Ah c'est bah, quelque chose qui quand même choque la plupart des Français, non? il n'y a même pas besoin de PNF, c'est surtout pourquoi est-ce que les services de l'État ne décident pas que effectivement le Radio France, que France Télévisions gaspille l'argent public et qu'il est nécessaire d'en diminuer les crédits, d'en réformer la gouvernance. Je veux dire, il n'y a même pas besoin d'une ouverture judiciaire en fait. La Cour des comptes produit un rapport en expliquant que France Télévisions est au bord du gouffre à cause d'une masse salariale absolument énorme, à cause de pratiques dans la gestion des affaires courantes qui témoignent d'une ignorance absolue de la nécessité de la rentabilité. Voilà, il n'y a même pas besoin que la justice s'en mêle. Il faudrait juste que les patrons, en fait, tirent les conclusions légitimes. Mais ce qui m'intéressait dans ce que vous avez mis en avant, c'était surtout la manière dont il suffit maintenant que Sarah Knafo dénonce cette gabegie pour qu'elle soit désignée comme une ennemie. Bah, bien sûr, parce que vous savez, Sarah Knafo joue ce rôle extraordinaire depuis qu'elle est arrivée en politique, c'est que c'est une empêcheuse de tourner en rond. Donc elle l'avait fait pour l'aide publique, parce que tout ça, en fait, est caché au regard des Français. Bon, nous avons la chance d'avoir notre députée européenne est passée par la Cour des comptes, qui est magistrate à la Cour des comptes, et qui donc a une compétence particulièrement aiguisée sur ces sujets. Elle a ce talent de rendre, comment dirais-je, pédagogique et didactique des domaines qui sont abscons ou abstraits pour la plupart des Français. Donc, en montrant par exemple la gabegie sur les 15 milliards, si vous voulez, d'aide publique au développement, qu'elle voulait d'ailleurs à juste titre supprimer, le gouvernement a immédiatement réagi en supprimant 2 milliards. Bon, c'est toujours ça de prix, c'est pas assez, mais c'est toujours ça de prix. Et là, en l'occurrence, pour le service public de l'audiovisuel, c'est exactement la même chose. Alors, ce qui est plus choquant encore, c'est qu'à la limite, ce service public, et je réponds là à votre première question, à votre question de première instance, si le service public de l'audiovisuel était la voix de tous les Français, était représentatif de l'ensemble des courants, des sensibilités politiques de tous les Français, on aurait un panel de chroniqueurs, d'éditorialistes qui seraient tantôt de gauche, tantôt de droite, etc., avec des invités qui sont tout aussi variés. À la limite, ça passerait encore qu'on peut se demander si, même dans ce cas-là, c'est à l'État de financer un tel service. Vous savez, il y a deux questions. Est-ce que c'est la vocation de l'État de financer en 2025, à l'heure de YouTube, des réseaux sociaux, d'une disparition progressive de la télé, il faut bien le dire. On fêtait hier les 58e anniversaire de l'apparition de la télé en couleur. Moi, je vous dis que dans 20 ans, il n'y a plus de télé, telle que nous l'avons connue en tout cas. Parce que vous avez la jeune génération qui a moins de 20 ans, elle ne regarde plus la télé. Ils sont tous sur leur portable, leur tablette, etc. Donc, est-ce qu'en 2025, il est encore souhaitable que l'État finance une radio-télévision de service public? J'en suis pas sûr, quelle que soit la qualité des programmes. Là, je pose une question de principe. Ensuite, si c'est pour financer, si vous voulez, un organe qui fait du militantisme politique de gauche et d'extrême gauche, qui insulte les Français à longueur de journée, qui se moque d'eux, financé par tous les Français, y compris ceux de qui on se moque, et surtout, ben moi je crois que c'est pas souhaitable et c'est même criminel. Voilà. Quand j'entends, si vous voulez, France 5, j'entends l'inénarrable Patrick Cohen, Thomas Legrand, etc. C'est inaudible, c'est tellement énervant que vous êtes parfois, je me force à le regarder parce que je me dis, il faut quand même que j'aille voir à quoi servent mes impôts. Je vais quand même le regarder, mais c'est extraordinairement étouffant, suffocant. Alors, on critique CNews qui invite des gens, des personnalités de tous les bords politiques et qui a des éditorialistes et des chroniqueurs de tous les bords politiques, on la critique. Mais alors pourquoi ceux qui ont l'œil aussi acéré et aussi avisé pour CNews pratiquent une sorte de cécité militante quand il s'agit du service public de l'audiovisuel qui est monocolore, où tout le monde est à gauche, tous les éditorialistes, tous les chroniqueurs diffusent exactement la même propagande. Sarah Knafo citait hier les exemples absolument ahurissants sur la propagande LGBT, sur l'accueil des migrants, etc., sur la représentativité des minorités dans la télévision. En fait, c'est la Constitution sur laquelle Delphine Ernotte a été élue. Rappelez-vous de ce que disait Delphine Ernotte. Nous ne traitons pas la France telle qu'elle est, mais telle que nous souhaiterions qu'elle soit.
Donc dès qu'elle est arrivée, Delphine Ernotte, elle a coupé la tête des mâles blancs de plus de 50 ans, d'accord. Elle a signé une charte de la diversité pour forcer France Télévisions et forcer aussi les sous-traiteurs qui produisent des programmes à mettre de la minorité et de la diversité partout. Donc en réalité, le racisme systémique qui est dénoncé par Delphine Ernotte et ses affidés à longueur de journée, c'est Madame Ernotte elle-même qui le pratique. Elle pratique un racisme systémique anti-blanc au sein de France Télévisions, visant à remplacer les hommes blancs par des hommes racisés et des LGBT. Voilà. Donc, si vous voulez, maintenant que la France se réveille de plus en plus, que les méfaits de toutes les politiques poursuivies depuis 50 ans, dont on nous a vanté les bienfaits depuis 50 ans, à savoir l'immigration de masse, l'islamisation de la société, le vivre ensemble, comment dire, le magistère presque suprémaciste de la cause LGBT. Maintenant que les Français se réveillent et commencent à vraiment suffoquer sous tous ces diktats minoritaires, les Français exigent autre chose. Et Sarah Knafo, le Reconquête, est toujours le porte-voix de cette France qui en a ras-le-bol de ce qu'on lui impose sur le plan idéologique. On ne peut pas, en 2025, avoir un service public de l'audiovisuel qui reçoit 4 milliards d'euros par an à l'heure où la France a une dette publique de 3 300 milliards, eh bien, continuer à financer un service public de l'audiovisuel qui est massivement rejeté par l'ensemble des Français. Parce que si ce service public-là, demain, est privatisé, croyez-moi que les lignes éditoriales qui sont aujourd'hui celles du service public vont changer, sinon ils vont couler. Regardez BFM, qui était la première chaîne d'info, leur ligne gaucho-progressiste s'effondre. Quelles sont les radios et les télés qui sont aujourd'hui le plus regardées? C'est CNews qui est en tête des audiences, c'est Europe 1 en ce qui concerne la radio, et c'est Radio Courtoisie en ce qui concerne les radios associatives. Donc vous voyez bien que la France, elle n'est pas de gauche. Donc maintenir cette ligne éditoriale, elle est maintenue sous la perfusion des deniers publics. Le gauchisme vit sous la perfusion de l'impôt des Français. Si on coupe la perfusion, en gardant cette ligne, le service public s'effondre. Donc la privatisation est salutaire tant sur le plan budgétaire et financier, parce que ça va quand même nous épargner 4 milliards par an, ce qui n'est pas du luxe par rapport à notre situation budgétaire actuelle, et ça va nous épargner surtout les grosses bertas gauchistes qui, tous les soirs, nous abreuvent de propagande et de militantisme dont personne ne veut, en fait. Donc il y aura d'autres lignes éditoriales qui seront certainement et assurément beaucoup plus intéressantes pour les Français. Alors, est-ce qu'avec cette nouvelle ligne éditoriale, on pourra aborder la question un peu cruciale de la différence entre islamisme et islam, parce qu'on est à chaque fois incliné, de manière prudente sans doute, à distinguer le fondamentalisme musulman de l'islam ordinaire, à distinguer le djihadiste du sympathisant musulman de base qui lui n'a pas pris les armes. Et vous posiez la question de Marine Le Pen, qui combat l'islamisme, mais vous me disiez, est-ce qu'il y a un Coran pour l'islam et un Coran pour l'islamisme? Est-ce qu'il y a deux Corans différents ou est-ce que c'est le même? Moi, si vous voulez, je m'étonne que ceux qui font métier de parler de l'islam, à commencer par Marine Le Pen, en ignorent, mais totalement, la philosophie, la théologie, les textes, le comportement de celui qui a fondé cette religion, c'est-à-dire le prophète Mohammed, mais totalement. Effectivement, je vais vous dire, moi je suis arabophone, hein, je suis parfaitement bilingue, j'ai lu le Coran en arabe. Le souci, si vous voulez, c'est que le mot islamisme n'existe pas en langue arabe. Vous savez ça? Oui, je m'en doute bien. Il n'y a pas de mot islamisme en mot arabe. L'arabe ne connaît que l'islam. Le mot islam, al-islam, le mot islamisme n'existe pas. C'est un mot qui n'apparaît pas dans le dictionnaire. Alors, les médias arabes, sous l'influence des médias occidentaux, ont récemment créé un nom, ils appellent ça al-Islamawiyya, mais c'est un nom qui est une construction, presque un barbarisme, si vous voulez. Donc, ça n'existe pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a qu'un islam, il n'y a qu'un Coran, et Mahomet est son prophète. C'est d'ailleurs la shahada, c'est-à-dire la phrase qu'on prononce devant deux témoins pour devenir musulman, c'est celle-là.
il n'y a de Dieu que de Dieu et Mahomet son prophète. Mais comme vous n'êtes pas musulman, vous n'êtes pas mes témoins, donc je ne suis pas devenu musulman en la récitant. Ah, quand même. Et voilà. Et donc, le problème, il n'est pas là. Le problème, il est dans le niveau de pratique de l'islam. Il est évident que tous les musulmans ne pratiquent pas à la lettre leurs textes religieux. Donc, ce qu'on va appeler à tort l'islam modéré, ce n'est pas l'islam modéré, ce sont des musulmans modérés. C'est-à-dire des musulmans qui ne vont pas dans la profondeur de la pratique religieuse et dans la radicalité au sens d'aller à la racine de leur pratique religieuse. En réalité, entre les musulmans modérés, les musulmans un peu moins modérés et les musulmans radicaux, il n'y a pas de barrière étanche. Le discours politique qui est plaqué et qui dit on va parler aux musulmans modérés et les musulmans radicaux, c'est autre chose, certes, ça peut paraître séduisant, et ça l'est probablement politiquement pour distinguer les musulmans modérés des musulmans radicaux. Mais en réalité, il n'y a pas de barrière étanche entre ces islams. Il y a un continuum de pratiques. Vous savez, je vais vous raconter l'histoire d'un ami à moi. Un ami qui était un musulman de naissance, et sa famille est musulmane. Nous avons grandi ensemble. C'était un jeune comme vous et moi, comme dirait l'autre. C'est quelqu'un qui voilà, buvait de l'alcool, allait en boîte de nuit quand il était jeune, avait une vie tout à fait normale, je dirais tout à fait française. Bon. Puis, quand on est allé à la fac, il a commencé à avoir un petit retour aux sources. Donc, il a commencé à apprendre l'arabe à l'université. Il a commencé à s'intéresser au Coran. Il a arrêté de boire de l'alcool. Et quand je l'ai revu il y a quelques années, cette personne était barbue, en camis, dans une tenue traditionnelle. Il avait une pratique de la religion qui n'était pas du tout ni celle des débuts, ni celle du milieu. Donc, vous voyez, les choses ne sont pas figées. Donc, moi, si vous voulez, je m'étonne tout souvent du discours du Rassemblement national, qui est un discours rodé sur le plan politique, mais qui est un mensonge. Chez Reconquête, nous avons le courage de la vérité. Il faut dire la vérité aux gens. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que la différence entre Reconquête et le Rassemblement national, c'est que nous luttons évidemment contre l'islamisme. C'est notre première priorité. C'est-à-dire contre les gens qui ont une pratique radicale de l'islam. Mais ça ne veut pas pour autant dire que nous ne luttons pas contre l'islamisation de la France. Et ça, c'est une différence plus que dirimante. En gros, le Rassemblement national, ça ne le dérange absolument pas que la France s'islamise, pour peu que l'islam, qui devienne majoritaire un jour dans notre pays, soit modéré. Tel n'est pas notre cas. Nous ne voulons pas, à Reconquête, que la France devienne un pays musulman du tout. Que ce soit un pays musulman modéré ou radical, nous n'en voulons pas. Nous considérons que la France, et le dernier livre d'Éric Zemmour, La messe n'est pas dite, va encore clouer un clou dans le cercueil de cette théorie funeste. Nous voulons que la France garde ses racines chrétiennes, que la République est laïque, mais que la France est chrétienne, et nous ne voulons pas changer de civilisation en islamisant notre pays et en le faisant appartenir à la sphère arabo-musulmane. Merci beaucoup, Jean Messia. Ça, le Rassemblement national, ça ne le dérange pas. Voilà, il faudra ouvrir le débat avec le Rassemblement national et avec Reconquête. Merci beaucoup, Jean Messia, de pointer du doigt ce point crucial pour l'avenir de la France. Et à très bientôt sur Radio Courtoisie, c'est-à-dire tout simplement à jeudi prochain.